La nuit où Amara Okiki abandonna son bébé, le ciel au-dessus d'Aba pleura comme s'il savait ce qu'elle avait fait. Elle venait d'avoir 19 ans, son visage portait encore la douceur de la jeunesse, mais son cœur s'était déjà endurci. Le bébé, un garçon, pleurait doucement dans le châle dont elle l'avait enveloppé, inconscient qu'il était abandonné. Elle le laissa derrière l'église catholique Saint-Dominique, à côté du vieux manguier. Il y avait un sac en plastique avec des vêtements pour bébé, un biberon et une petite note qui disait « Il s'appelle Obina, pardonnez-moi, s'il vous plaît ». Puis elle s'enfuit, elle ne se retourna pas. Elle se disait que c'était la seule solution, elle était trop jeune, trop effrayée. Elle connaissait à peine le père, et elle avait de grands rêves, des rêves de richesse, d'une vie à la gosse, de robes en soie et d'hommes qui ouvrent les portes. Quelques mois plus tard, elle rencontra le chef Agno Okiki, un riche homme d'affaires avec de l'argent, du pétrole et un ego fragile. Il aimait son calme, sa beauté. Elle aimait son statut. Ils se marièrent rapidement, personne ne posa jamais de questions sur son passé, et elle ne mentionna jamais l'enfant. 20 ans plus tard, à Lagos, le nom d'Obina Eza résonnait dans les salles de réunion comme un coup de tonnerre. Il était jeune, seulement 27 ans, brillant, et déjà milliardaire. Il avait grandi à Aba sous la garde de Mama Efoma, la femme qu'il avait trouvée pleurant derrière Saint-Dominique. Elle était sage-femme, pauvre mais gentille. Il ne savait pas qu'il avait été abandonné jusqu'à ses 15 ans, lorsque Mama Efoma lui révéla la vérité. Cette nuit-là, la vérité le brûla de l'intérieur. Il travailla plus dur que quiconque, développa une application qui permettait aux hôpitaux d'économiser de l'argent, la vendit, puis en créa une autre. À 25 ans, il possédait l'une des plus grandes entreprises de technologie de la santé au Nigeria. À 27 ans, il acquit Okiki Holdings, un conglomérat en faillite criblé de dettes. Ce n'était qu'une affaire, il ne savait pas que la femme qu'il avait autrefois abandonnée vivait maintenant dans le manoir qui accompagnait cette acquisition. Il ne savait pas qu'elle était Amara Okiki, toujours belle, toujours froide, toujours cachée. Mais le destin veillait, car un lundi pluvieux à AOY, alors qu'Amara versait du vin pour le nouveau propriétaire de l'entreprise de son mari, elle leva les yeux et croisa un regard qui ressemblait trop au sien, un regard qu'elle avait oublié, un regard qui se souvenait de tout. La main d'Amara Okiki se figea en l'air, le vin rouge tremblait dans le verre qu'elle tenait. De l'autre côté de la longue table en verre, le nouveau PDG d'Okiki Holdings, Obina Eza, était assis, grand, vêtu d'un costume noir, discutant avec son mari, le chef Agno, de la restructuration des actifs et des dettes. Il était calme, poli, dangereux de cette manière discrète propre aux hommes qui détiennent un vrai pouvoir. Mais Amara n'écoutait pas ces mots, elle fixait ses yeux, brun foncé, perçants, enfoncés, de la même forme que ceux qu'elle voyait dans le miroir chaque matin, les mêmes que ceux du bébé qu'elle avait abandonné à Aba 2 décennies auparavant. Non, ça ne pouvait pas être lui, n'est-ce pas? Elle posa le verre de vin et s'excusa, son cœur battait la chamade, sa respiration était courte. Elle atteignit à peine la salle de bain des invités avant que ses genoux ne fléchissent. Dans le miroir, elle se regarda, l'âge avait été clément avec elle, mais maintenant, sa beauté ressemblait à un masque peint sur la culpabilité. Elle s'aspergea le visage d'eau. « Ressaisis-toi, Amara, murmura-t-elle. Ce n'est que ton imagination. » Mais lorsqu'elle retourna dans la salle à manger, Obina la regarda directement et sourit, pas chaleureusement, avec une reconnaissance. Elle força un sourire en retour, mais quelque chose dans son estomac se noua. Savait-il? Était-il venu pour la démasquer, la détruire? Plus tard ce soir-là, après le départ de leur invité, le chef Agno bâilla et se versa un verre. Un jeune homme brillant, c'est Obina, dit-il. Pas de père, pas de relation, et regarde ce qu'il a construit, une vraie histoire de la rue au sommet. Amara, assise raidement sur le canapé, fixait le vide. D'où as-tu dit qu'il venait? Demanda-t-elle. D'Aba, je crois, répondit Agno. Un orphelin devenu génie de la technologie, formé en Amérique. Vous, les femmes, vous adorez ce genre d'histoire. Elle ne rit pas, elle respirait à peine. De l'autre côté de la ville, Obina était assis à l'arrière de son SUV noir, ses doigts tapotant contre son genou. Son assistant, Kena, le regarda. Ce dîner était glacial, la madame ne semblait pas ravie de vous rencontrer. Les yeux d'Obina restèrent fixés sur la pluie glissant sur la vitre. Elle était nerveuse, dit-il simplement.
Vous pensez qu'elle sait qui vous êtes? Obina sourit légèrement. Elle se pose la question, mais je veux qu'elle se souvienne. Il sortit son téléphone et ouvrit une photo, une note froissée scannée. Il s'appelle Obina, pardonnez-moi, s'il vous plaît. L'écriture correspondait à celle de la femme qui lui avait versé du vin ce soir. Il n'était pas venu pour se venger. Pas encore, il était venu pour la vérité, et la vérité fait toujours transpirer les coupables. Amara dormit à peine, chaque craquement dans le manoir semblait être des pas venant exposer son secret. Le chef agneau ronflait à ses côtés, inconscient, mais son esprit à elle était bien éveillé, poursuivant des souvenirs qu'elle avait passé des années à essayer d'oublier. Cette note, le bébé, ses yeux. Elle s'assit, tremblante, la poitrine oppressée par la panique. S'il s'agit vraiment de lui, que veut-il? Pendant ce temps, dans une suite d'hôtels calmes sur l'île Victoria, Obina se versa une tasse de thé et fixa les documents sur la table. De vieux rapports d'hôpital, des registres d'église d'Abba, un test ADN qu'il avait fait des années auparavant, par simple curiosité, pas par colère. Il avait fait les calculs, les dates correspondaient, l'écriture correspondait, c'était elle, Amara, sa mère biologique. Il n'avait pas l'intention de la détruire, pas encore, il voulait qu'elle vive dans la même confusion qu'elle lui avait infligée, ce silence, cette honte. Mais il n'était pas là seulement pour elle, il observait aussi le chef agneau, l'homme qui avait vécu dans l'opulence pendant qu'il mangeait des haricots et du gari trempé lorsqu'il était enfant à Abba. L'homme qui avait bâti son empire sur un orgueil fragile et des contrats pétroliers défaillants. Et maintenant, Obina possédait tout. Plus tard cet après-midi-là, au manoir Okiki, Amara passa un appel discret à sa cousine Uchenna, pharmacienne à Abuja. « J'ai besoin de quelque chose, murmura-t-elle. « Quel genre de chose ?» demanda-t-il. « Un somnifère, fort, intraçable. » Il y eut une pause. « Tout va bien, Amara. »« Non, » répondit-elle, « il est revenu. » Uchenna soupira. « Tu veux dire le garçon ?»« Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il sait. » Silence, puis il dit, « Amara, tu as fait ce que tu as fait pour survivre, ne laisse pas ton passé contrôler ton avenir. » Sa voix était monocorde. C'est déjà le cas. Ce soir-là, elle s'assit dans son jardin avec un verre de vin, fixant l'étang à Carpe-Coy. Elle ne remarqua pas Obina debout près de la grille jusqu'à ce qu'il se racle la gorge. « Belle soirée, madame. » Elle sursauta. « Monsieur Eza, vous m'avez fait peur. » Il sourit doucement. « J'étais dans le coin, j'ai pensé passer. Nous n'avons pas beaucoup parlé l'autre soir. » « Non, » dit-elle, serrant son verre de vin, en effet. Il regarda autour de lui. Jolie maison, presque trop paisible. Ses doigts se crispèrent. Obina s'approcha et tendit une petite enveloppe. « J'ai trouvé ceci dans une église à Abba. Peut-être reconnaissez-vous l'écriture. » Elle ne la prit pas, elle n'en avait pas besoin, ses yeux se remplirent de larmes. Il se pencha et murmura. « Nous savons tous les deux que vous ne pleurez pas à cause de la note. » Amara ne parla pas, elle ne pouvait pas, elle fixait l'enveloppe dans la main d'Obina, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme des vagues dans une tempête. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit, elle semblait face à un fantôme. Obina glissa l'enveloppe sur ses genoux. « Je ne suis pas ici pour faire du bruit, » dit-il doucement, « je voulais juste que vous sachiez que je sais. » Puis il se retourna et partit, tout comme elle était partie il y a 20 ans. Elle resta figée, la note pressée contre ses cuisses comme une flamme. Cette nuit-là, elle ne mangea pas, ne dormit pas, elle relut la note 100 fois. Il s'appelle Obina, pardonnez-moi, s'il vous plaît. L'écriture était juvénile, tremblante, la sienne. La vérité était revenue, grande, riche, calme, et maintenant elle tenait son avenir entre ses mains. Au matin, ses lèvres étaient sèches, sa peau pâle. Le chef agneau frappa à la porte de la chambre. « Tu n'es pas sortie, es-tu malade ?» Elle s'enveloppa d'un châle. « C'est juste la chaleur. » Il grogna et partit, mais son esprit à elle courait. Obina ne voulait pas d'attention, cela l'effrayait plus que s'il avait crié. Il ne voulait pas d'excuses, il voulait le pouvoir, et maintenant il l'avait. Ce jour-là, au bureau, l'assistant personnel du chef agneau lui remit une lettre scellée. Il l'ouvrit, perplexe. À l'intérieur, un avis légal. La société d'Obina gelait les comptes de luxe de la famille, invoquant un audit de dividendes détournés.
Les yeux d'Agneau s'écarquillèrent. Quelle absurdité est-ce là? Son assistant déglutit. Monsieur, il détient maintenant la majorité des actions, il peut légalement. Tais-toi. Il jeta la lettre sur le bureau et sortit en trombe. Au même moment, dans un hôtel-boutique à Ekwa, Obinna était assis face à Kenna, son assistant. Elle n'a encore rien dit, dit Kenna, pas d'appel, pas de presse, juste le silence. Obinna sirota son thé. C'est comme ça que fonctionnent les coupables, d'abord silencieux, puis désespérés. Quel est votre objectif final? Demanda Kenna. La mâchoire d'Obinna se serra. Elle m'a abandonné. Pas de lettre, pas de visite, rien du tout. Il ouvrit un dossier, à l'intérieur, une photo scannée d'Amara, des années plus tôt, avec un homme plus jeune, et un bambin, pas lui. Tout le monde pense qu'elle est une épouse parfaite de la haute société, mais elle a jeté son propre enfant comme un déchet. Kenna hésita. Voulez-vous la ruiner publiquement? Obinna fixa la fenêtre. Non, je veux qu'elle me demande pardon. Le lui accorderiez-vous? Obinna ne répondit pas. Ce soir-là, Amara se tenait dans sa cuisine, tenant toujours la note. Elle regarda le jardin, elle regarda son mari, puis elle se regarda dans le miroir et vit quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle était autrefois. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'Obinna. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'Obinna ne réponde, sa voix froide, mesurée. Oui. Il y eut un silence à l'autre bout, puis un doux « c'est moi ». Il ne répondit pas. Amara se tenait dans son dressing, les bras serrés autour d'elle, comme si elle pouvait retenir sa honte. Elle regarda les sacs de marque, les talons, les soies, toutes les choses qu'elle avait autrefois troquées pour la liberté, et maintenant elle semblait des chaînes. « Je ne sais pas par où commencer », dit-elle. « Commencer par la vérité », répondit Obinna. Elle prit une inspiration. « J'avais peur. » Ce n'est pas la vérité, c'est une excuse. Les yeux d'Amara piquèrent de larmes. J'avais 19 ans, pas de mère, pas d'aide, le père a nié la grossesse, et je travaillais dans un salon juste pour survivre. Obinna ne dit rien. Je ne te détestais pas, murmura-t-elle, je me détestais. Je ne savais pas comment t'élever dans la vie que j'avais, alors je t'ai abandonné, en espérant que quelqu'un de plus gentil te trouve. Il parla lentement. Maintenant, ils l'ont fait, mais ils n'avaient rien. Mama et Foma vendaient de la nourriture au bord de la route, je portais des vêtements de seconde main, je regardais les autres enfants aller à l'école pendant que je vendais de l'eau en sachet. Un sanglot échappa à Amara avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Je me réveillais en pensant t'entendre pleurer, dit-elle, mais c'était juste ma conscience qui me hantait depuis des années, tu ne sais pas ce que c'est d'enterrer un enfant qui est encore vivant. Obinna serra la mâchoire. Veux-tu le pardon? Non, répondit-elle, je veux être honnête pour une fois. Il écouta. J'ai épousé le chef Agneau et j'ai enfoui mon passé dans son argent, dit-elle, mais la culpabilité n'a jamais parti. Chaque fois que je voyais un garçon dans la rue, je voyais ton visage face. Obinna soupira. Tu avais d'autres enfants. Elle hésita. Non, mon utérus a refusé, peut-être était-ce une punition. Silence encore. Finalement, Obinna dit, je ne suis pas ici pour te punir. Elle ferma les yeux. Mais je ne suis pas ici pour être ton fils non plus. Son cœur se brisa. Je voulais juste te le dire, dit-elle, la voix tremblante, j'ai regardé chaque interview, j'ai gardé tes coupures de journaux, je savais qui tu étais avant que tu ne saches qui j'étais. Une pause. Merci d'avoir survécu. La voix d'Obinna se fendilla légèrement. Je n'ai pas survécu, j'ai lutté, il y a une différence. Puis il raccrocha. Amara resta dans son dressing, l'appel terminé, son visage mouillé. Dehors, le soleil se levait, mais à l'intérieur, sa nuit persistait. Obinna était assis seul dans le salon sur le toit de son hôtel, observant l'horizon de Lagos scintiller de lumière et d'orage silencieux. Il n'avait pas dormi depuis l'appel. La voix d'Amara, sa mère, résonnait dans sa tête, pas les mots, mais leur poids, la façon dont son silence s'était fissuré. Mais la douleur ne disparaît pas juste parce que quelqu'un parle enfin. Il se souvenait d'être assis près de la grille de la maison de Mama et Foma à 10 ans, se demandant pourquoi les autres enfants avaient des mères qui venaient les chercher après l'école, pourquoi son formulaire scolaire indiquait « orphelin ».
alors qu'il savait qu'il avait été abandonné, pas perdu. Et maintenant, la voilà, riche, belle, toujours enveloppée de soie et de secrets. Elle avait dit « Merci d'avoir survécu », mais elle n'était pas là quand cela comptait. Son assistant Kenna arriva discrètement et lui tendit un dossier. L'audit complet, la société du chef Agneau utilisait des comptes fantômes pour financer des propriétés privées à Dubaï et en Afrique du Sud, il a saigné l'entreprise à sec. Obinna hocha la tête. Avons-nous des bases légales? Sa voix baissa. Il perdra tout une fois que nous déposerons plainte. Obinna se pencha en arrière, sa voix basse. Fais-le transpirer, gèle les actions, mais ne frappe pas encore. Kenna inclina la tête. Vous hésitez? Obinna regarda la ville. Je choisis quel genre d'homme je veux être. Le lendemain matin, Amara se réveilla et trouva une enveloppe sur le pas de sa porte, sans nom, sans sceau. À l'intérieur, une seule photo. Un bébé enveloppé dans un tissu délavé à côté du vieux manguier derrière l'église Saint-Dominique. Au dos, il était écrit « Il méritait mieux, mais vous ne l'avez pas demandé ». Elle serra la photo contre sa poitrine, ses larmes étaient silencieuses cette fois, pas par pitié, par perte. À Abba, Mama Efoma reçut un appel qu'elle n'attendait pas. « Obinna, j'ai besoin de rentrer à la maison, dit-il. » Elle sourit dans le combiné. « Alors viens, la maison est toujours à toi. » Quelques heures plus tard, il était assis à sa table, mangeant du riz jollof chaud, et pour la première fois depuis des semaines, il sourit, un vrai sourire, petit, doux. Mama Efoma l'observait en silence. « Tu ressembles à ta mère, dit-elle, mais pas celle qui t'a abandonné, celle qui s'est relevée après, celle qui a retrouvé son chemin vers son ombre. » Obinna ne répondit pas, mais quelque chose en lui changea. Il était toujours en colère, mais moins vide. Cette nuit-là, il écrivit une lettre à Amara, pas pour pardonner, pas encore, mais pour parler. « Tu m'as donné un nom, c'est tout. Je me suis donné tout le reste, et maintenant, je choisis qui je deviens. » Les gros titres frappèrent comme un coup de tonnerre. Obinna Eza acquiert Okiki Holdings, des liens familiaux révélés, la mère du milliardaire identifié comme l'ancienne épouse de la haute société Amara Okiki, le couple puissant expulsé, son fils réclame l'héritage. Le chef Agneau Okiki écrasa le journal contre son bureau. Ce matin-là, la sécurité l'avait escorté hors de sa propre entreprise. Le personnel chuchotait, le conseil d'administration avait voté, il était fini. À la maison, des déménageurs vidaient le manoir Okiki, avec ses sols en marbre, ses rampes d'escalier dorés et ses 10 chambres, qui appartenaient maintenant à l'homme qu'il n'avait jamais su être le fils de sa femme. Amara se tenait près de la porte, une valise à la main. Elle semblait plus petite maintenant, pas seulement en statut, en âme. « Nous séjournerons dans un appartement à Surulré pour l'instant, » dit-elle. Agneau grogna, se versa un autre verre de gin sec. « Tu savais, pour ce garçon que tu as abandonné, qu'il était le même homme qui possède maintenant mon entreprise. » Je ne le savais pas au début, mais ensuite j'ai vu ses yeux. Agneau faisait les 100 pas comme un homme traqué. « Amara, nous sommes finis, ce garçon, cet Obinna, il a tout pris. » Il se tourna vers elle, plus calme maintenant, presque désespéré. « Parle-lui, tu es sa mère, n'est-ce pas? Supplie-le, fais quelque chose, s'il te plaît. » Elle n'avait pas entendu son mari supplier depuis 20 ans. Elle soupira. « Je lui parlerai. » Il leva les yeux rougis. « Dis-lui que je ne demande pas, mais que je supplie. » Plus tard ce soir-là, Amara était assise sur une chaise en plastique dans un appartement de 2 chambres aux murs écaillés, dans un silence aussi lourd que la honte. Elle appela Obinna. « J'ai besoin de te voir, » dit-elle. « Viens demain, » répondit-il, seul. Au manoir d'Obinna à Akwa, Amara arriva seule. Obinna était assis dans le salon, vêtu de blanc, calme comme toujours, mais ses yeux brûlaient d'une douleur enfouie trop longtemps. Elle s'agenouilla. « Je ne suis pas venue pour Agneau, » dit-elle, « je suis venue pour le garçon que j'ai abandonné. » Obinna ne bougea pas. « Il veut garder sa maison, son entreprise, mais moi, je veux juste une chance de te regarder dans les yeux et de le dire, j'ai eu tort. » Il la regarda, son expression indéchiffrable, puis il dit doucement, « Je ne suis pas venu pour me venger, mais je n'ai jamais pensé que tu viendrais pour moi non plus. » Le lendemain matin, le chef Agneau attendait aux portes d'Obinna. Obinna observait depuis un balcon au-dessus,
sirotant son thé. L'homme qui régnait autrefois sur les contrats pétroliers se tenait maintenant comme un pétitionnaire humilié. « Je suis venu parler », dit Agneau une fois qu'on l'eut fait entrer. Obina s'assit face à lui dans le bureau. « Je ne savais pas », commença Agneau, « elle ne m'a jamais dit, mais si j'avais su, peut-être aurais-je fait pire, ou mieux, je ne sais pas, mais je te le demande maintenant, laisse-nous garder notre maison, laisse l'entreprise vivre. » Obina tapota un stylo sur le bureau. « Vous avez gardé des hommes sur votre payroll qui volaient leurs propres travailleurs, vous avez détourné des fonds dans des comptes fictifs, j'ai les documents. Je me retirerai, je disparaîtrai, mais elle n'est pas aussi cruelle que tu le penses, dit Agneau, plus bas maintenant. Elle s'est brisée bien avant de te briser. » Obina se pencha en arrière. « Vous ne demandez pas pour elle, vous demandez pour vous-même. »« Je demande la paix, » murmura Agneau. Cette nuit-là, Obina fixa les dossiers juridiques, les actes de propriété, les parts de l'entreprise, le pouvoir. Puis il prit une enveloppe vierge, y scella tout et écrivit un seul mot sur le devant, « Retour ». La pluie avait cessé de tomber, mais les nuages persistaient. Dans un modeste appartement de 2 chambres à Surulré, Amara balayait le salon pendant que le chef Agneau était assis près de la fenêtre, regardant dans le vide. Cela faisait 3 semaines qu'ils avaient quitté le manoir, des semaines remplies de silence, de regrets et de repas humbles cuits sur un réchaud à gaz à 2 brûleurs. L'appartement était propre mais nu, pas d'art, pas de personnel, pas de lustre, seulement le bourdonnement d'un ventilateur de plafond et le grincement de meubles fatigués. Puis un coup à la porte. Amara ouvrit et se figea. C'était un coursier, une seule enveloppe brune à la main. « Pour vous, madame, » dit-il. Elle la prit lentement, comme si elle pouvait lui brûler les doigts. À l'intérieur, l'acte de propriété signé pour le manoir Okiki à Ekwa, des documents restituant la totalité des parts d'Okiki Holdings à Agneau, et une note manuscrite pliée. Elle s'assit lentement sur le vieux canapé marron, ses doigts tremblaient en ouvrant le papier. Il était écrit « Vous avez tout perdu en courant après l'orgueil, j'ai trouvé la paix en le laissant partir, ceci n'est pas un remboursement, c'est une libération, Obina. » Elle tendit les documents au chef Agneau sans un mot. Il les lut une fois, puis une autre, puis s'effondra dans son fauteuil comme si ses os s'étaient effondrés en lui. « Il a tout rendu, » murmura Agneau. Amara ne put retenir ses larmes. « Il nous a pardonné, » dit-elle, les mots quittant à peine sa gorge. « Non, » répondit Agneau, « il s'est élevé au-dessus de nous. » Le lendemain, les déménageurs arrivèrent au manoir d'Aoyka, mais cette fois, pas pour expulser, pour rendre. Amara franchit les portes d'entrée comme une étrangère dans sa propre maison. Le sol en marbre brillait toujours, l'air portait encore le léger parfum de jasmin de ses anciennes bougies. Elle posa une photo encadrée de sa défunte mère sur la table du couloir. « J'ai apporté la honte, » murmura-t-elle, « mais je la ramène guérie. » Dans les semaines qui suivirent, Amara ne retourna pas aux événements sociaux. Elle ne porta plus ses anciennes robes. À la place, elle s'inscrivit pour du bénévolat, aidant les jeunes mères dans les zones défavorisées, enseignant la couture, écoutant plus qu'elle ne parlait. Le chef Agneau restait silencieux, humble d'une manière que l'argent ne pouvait jamais défaire. Un soir, il s'assit avec Amara sur le balcon du manoir. « Penses-tu qu'il reviendra ici un jour ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Amara, « mais je pense qu'il nous a donné plus qu'une maison, une chance de recommencer. » À Abba, Obina se tenait aux côtés de Mama Efoma pendant que les ouvriers travaillaient sur la nouvelle clinique de maternité à côté de sa maison. Il avait fait don des fonds discrètement, sans presse. Les travailleurs le saluaient comme un frère. « Tu n'avais rien à leur rendre, » dit Mama Efoma alors qu'il regardait depuis son porche. « Si, je devais, » répondit Obina, « car parfois guérir signifie rendre ce qui a été pris, même s'il ne le méritait jamais. » Mama Efoma le regarda longuement. « Tu ne portes peut-être pas leur sang, » dit-elle, « mais tu portes plus de grâce que tous combinés eux réunis. » Obina ne répondit pas, il sourit légèrement, regardant les murs de quelque chose de nouveau s'élever, pas seulement de la brique et du ciment, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui durerait. Loin de là, alors que les enfants riaient et jouaient dans la cour de la fondation Efoma. Un petit garçon tira sur la manche d'Obina. « Monsieur, » demanda-t-il, « qui vous a donné votre nom ?» Obina sourit, s'agenouilla et répondit doucement. « La douleur m'a donné mon nom, mais l'amour m'a appris à le porter. »
Et alors que le ciel s'ouvrait avec une lumière dorée, Obina se leva, marchant vers le centre qu'il avait construit, non pas par vengeance, mais par un dessein.